Le titre de ce 19h30, révision des listes électorales et opération de délivrance de cartes nationales d'identité. Un soupçon de fraude pèse sur le parti au pouvoir. D'après l'UPC, le MPP organiserait des dons ciblés à ses militants afin de les faire voter massivement aux prochaines élections. L'Union pour le progrès et le changement qui dit ne pas être disposée à se faire rouler dans la farine lors de ces scrutins a donné un avertissement ce matin au pouvoir en place. Le SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, interpelle à nouveau le gouvernement pour la finalisation du statut dérogatoire des agents des médias publics et pour l'exiger. Le SYNATIC observe depuis ce matin un sit-in de 48 heures, sit-in qui se déroule sous haute surveillance policière, un dispositif sécuritaire que les responsables syndicaux dénoncent. Ils parlent de violence des libertés syndicales. Les détails tout à l'heure. Et puis, sport. L'ASFA Yenenga élimine l'étoile filante de Ouagadougou en 16e de finale de la Coupe du Faso. Le mythique derby de la capitale entre les deux clubs rivaux a tourné à l'avantage des jaunes et verts hier au stade du 4 août après le match nul dimanche dernier en championnat qui a amené la suspension de l'entraîneur de l'ASFA. C'est une victoire 1-0 pour l'ASFA qui a sanctionné cette rencontre. Comme d'habitude, le spectacle était au rendez-vous et les cartons rouges aussi. Vous verrez toutes les images dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec cette visite du chef de l'État dans le camp de déplacés Wendou. C'est dans la ville de Dori, région du Sahel. Une occasion pour le président du Faso d'apporter du réconfort à toutes ces personnes en détresse et aussi d'appeler à la solidarité nationale, surtout de rassurer sur la détermination de l'État à rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. On écoute Dr Christian Kaboré. Déplacé, on n'est jamais en bonne condition. Les conditions restent toujours difficiles et le souhait de chacun, c'est de retourner chez lui. Donc notre responsabilité en tant qu'État, c'est de faire en sorte que nous puissions rétablir la sécurité. C'est une mission première, c'est une priorité fondamentale pour permettre à ces populations de pouvoir regagner leur zone, de pouvoir reprendre leurs activités et que le Burkina retrouve sa sérénité d'antan. La nécessité d'une solidarité au niveau national est importante. Parce que ceux qui sont au Sahel, ceux qui sont à la boucle de Mourne, ceux qui sont au centre-nord et au nord, et ceux qui sont dans d'autres régions où ces attaques sont, où il y a beaucoup de déplacés, ce sont des Burkinabés. Et notre solidarité est fondamentale pour permettre effectivement de pouvoir appuyer les difficultés de ces personnes, les aider à se sentir effectivement épaulés en attendant qu'avec l'aide des forces de défense et de sécurité, nous puissions, je dirais, ramener la paix au Burkina Faso. Voilà le chef de l'État qui était dans la région du Sahel dans le cadre des activités du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales. Une gare routière d'une valeur d'environ 1 milliard de francs CFA a été notamment inaugurée par Christian Kaboré. Notre reporter est en route. Toutes les images dans nos prochaines éditions. Et maintenant, cette déclaration, une déclaration émanant de l'UPC. Nous ne nous laisserons pas rouler dans la farine. L'Union pour le progrès et le changement dénonce ainsi le jeu trouble, dit-elle, de l'UMPP dans le processus de révision des listes électorales en cours, notamment les opérations d'enrôlement biométrique et de délivrance des cartes nationales d'identité. Plus d'explications avec Arsène Konditamde. C'est depuis Satania que le lion rugit ce 20 février. L'Union pour le progrès et le changement s'insurge contre ce qu'elle qualifie d'opération de délivrance massive de CNIB au profit des militants du MPP. Le parti au pouvoir, par le truchement de ses cadres, subventionnerait les cartes d'identité uniquement sur la base de l'appartenance politique des bénéficiaires. Un tri que le parti du lion a du mal à comprendre et qui fausserait le jeu démocratique. On a vu un ministre qui va chez lui, sur la base des listes qui sont déjà conçues, délivrer des CNIB à une population bien ciblée. Et nous avons vécu le cas. Toute personne qui part et qui n'est pas d'obédience, j'allais dire MPP ou autre, n'a pas droit à cette CNIB. C'est le constat sur le terrain. Et nous disons, pour aller à des élections avec de telles pratiques, nous pensons que ça cause énormément de problèmes. Et ça risque de fausser les règles du jeu.
Et c'est pour cela que nous dénonçons cela avec force. Les exemples sont légion. Dans la boucle du monde, on a vu aussi ce qui s'est passé. Et même le président de l'Assemblée a conduit des opérations dans ce sens. Et tenez-vous bien, ils ont des listes. Quand vous allez, nous avons invité nos militants à y aller. Carrément, on leur dit, en Anoro, on leur a dit carrément qu'ils n'ont pas leur nom sur leur liste. Puisqu'il y a des gens qui sont là pour identifier, pour canaliser. Vous voyez, moi je ne sais pas, vous voulez qu'on déshabille le masque là pour que vous sachiez qu'il y a un individu à l'intérieur. Le Conseil des ministres du 19 février a prorogé de 2 mois la période de révision des listes électorales biométriques au titre de l'année 2020. Initialement prévue pour s'achever le 31 mars, elle va se poursuivre jusqu'au 31 mai 2020 pour les Burkinabés de l'intérieur. L'UPC suggère au gouvernement d'en faire de même pour la diaspora. Dans les ambassades et dans les consulats, toute chose qui n'a pas permis à des Burkinabés qui se trouvaient à des distances très éloignées de pouvoir s'enrôler. Nous disons tout simplement et nous interpellons le gouvernement que cette injustice grave faite à la diaspora la soit rattrapée justement en revoyant une révision exceptionnelle pour que ces Burkinabés de l'étranger là puissent se faire enrôler. La loi a été votée le 23 janvier. L'enrôlement de la diaspora a pris fin le 26 janvier 2020. Où est l'équité dans cela? Concernant le déroulement de l'enrôlement des électeurs de l'intérieur, l'UPC dit avoir constaté des résultats médiocres. Cela s'expliquerait non seulement par l'insécurité dans certaines sous-zones, mais aussi par le désordre entretenu par le MPP et ses alliés et par la vétusté du kit d'enrôlement. Front social, les nouveaux décors n'auront visiblement pas suffi à calmer les ardeurs des travailleurs des médias publics. Les revendications ont repris depuis Belle. Parmi elles, il y a la finalisation du fameux statut rogatoire réclamé par les agents. Et pour se faire entendre, ce 20 février, c'est un sit-in que le Synatic a organisé dans les locaux de la RTB. Un sit-in sous haute surveillance policière, comme vous le montre ce reportage de Archimède Boy. Il est 8 h ce jeudi 20 février. Dans la cour de la télévision nationale du Burkina, d'un côté, les agents discutent entre eux. De l'autre côté, les forces de sécurité qui veillent au grain. Ce matin, les travailleurs des médias publics observent un sit-in. Ils veulent amener le gouvernement à la table de négociation avec au menu le dossier de leur statut dérogatoire. Le statut dérogatoire a été pris, il est vrai, mais il reste à tracer le contour. Voilà. Et le contour, c'est quoi? On a dit c'est 2 choses. C'est une dérogation en matière de comptabilité publique et c'est une dérogation également en matière de rémunération. Initialement prévu devant les locaux de la télévision, le sit-in annoncé s'est transformé en un stand-up à cause d'un important dispositif sécuritaire déployé sur place. Un dispositif que le Synatic dénonce. Il s'agit là d'une violation des libertés syndicales. Ce déploiement important de policiers de la BAC pour nous empêcher de tenir notre sit-in devant la télévision nationale, le Synatic le dénonce avec la dernière énergie. Nous ne sommes pas des vandales. Non, nous sommes des travailleurs consciencieux. Ce mouvement d'humeur intervient au moment où la télévision nationale fait peau neuve avec de nouveaux décors acquis pour le journal télévisé et certaines émissions. Un effort que le Synatic salue. Mais pour le syndicat, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Certes, les travailleurs l'ont réclamé, certes, mais ce n'est pas que ça. C'est un aspect des conditions de travail. Le décor ne vient pas régler tous les autres problèmes qui sont là. Le serveur qui se plante, le problème des véhicules, d'autres problèmes techniques et d'équipement. Si, à l'issue de cette protestation, rien n'est fait, le Synatic se donnera les moyens d'engager d'autres formes de lutte pour exiger la satisfaction de ses préoccupations, a laissé entendre Aboubakar Sanfo, le secrétaire général adjoint du dit syndicat. À Ouagadougou, mais aussi à Bobo Dioulasso, les travailleurs des médias publics se sont également rassemblés pour leur sit-in de revendication. Et au centre de ces revendications, toujours et encore, le statut dérogatoire, je dis bien dérogatoire, surtout Justin Dabiré. C'est dans la discrétion, disent-ils, que les agents des médias publics des Hauts-Bassins observent le mot d'ordre de sitting de 48 heures lancé par le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture Synatic.
Regroupés devant leurs locaux, ces travailleurs de la RTB de Haut-Bassin et des éditions Sidoya ont déserté les salles de rédaction et de studio pour exiger du gouvernement le traitement des statuts des médias publics avec plus de sérieux, selon Crépin Poda du Synatic. Nos préoccupations sont restées vaines jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas eu de rencontre. C'est un silence radio. Et puis, c'est des menaces même que le ministre même il nous fait. Voilà, parce que quand vous écoutez ses propos, c'est comme si il nous menaçait et que le droit de grève n'était plus réservé aux agents de la fonction publique. Alors que les grèves sont un droit pour les agents de la fonction publique. Le Synatic appelle une fois de plus le gouvernement sur la table de discussion afin d'avoir une réponse adéquate aux revendications des travailleurs des médias. Le bureau national, le Synatic, a exigé que le gouvernement revienne à la table pour qu'il puisse finaliser les documents du statut dérogatoire. Le statut dérogatoire qui doit permettre les meilleures conditions de vie et de travail des travailleurs des médias publics. Donc, nous invitons le gouvernement vraiment à se pencher sur la question des travailleurs des médias publics. Parce que cette question-là a trop duré. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que nous sortons à chaque fois pour appeler ce gouvernement-là vraiment à la table de négociation pour finaliser vraiment le document sur le statut dérogatoire. Après les 48 heures de sit-in, d'autres formes de protestation sont en vue par le Synatic si un consensus n'est pas trouvé entre les deux parties afin de se faire entendre par les premiers responsables, a dit Crépin Poda. Je pense que ça serait en tout cas l'une des dernières manifestations que nous manifestons parce que je sais qu'après tous ces remue-ménages-là, je pense que le ministre reviendra à la charge. Il va entamer des discussions avec le syndicat pour trouver vraiment une porte de sortie. Maintenant, si ça ne se règle pas, je pense qu'on va entamer d'autres formes vraiment de lutte pour vraiment nous faire entendre. C'est depuis 2016 que le Synatic réclame de meilleures conditions de vie et de travail au gouvernement, à savoir avoir le statut d'un corps particulier. Après les échanges, le gouvernement leur a promis le statut d'État qui jusqu'à présent peine à être mis en œuvre. Dans le secteur des postes de péage, la situation reste toujours tendue avec la multiplication des mouvements de grève. Après celui lancé par le Synatrap BF prévu du 27 au 1er mars prochain, l'autre syndicat, la CGTB des agents du Fonds spécial routier du Burkina, appelle à son tour à un arrêt de travail, cette fois-ci du 24 au 28 février prochain. Les détails de ces revendications avec Archimède Boy. La coordination des comités CGTB des agents du Fonds spécial routier du Burkina appelle les travailleurs du FSRB à observer un arrêt de travail de 96 heures allant du 24 au 28 février prochain. Ils dénoncent le mépris de leurs responsables face à leurs préoccupations. Face à ces attitudes de mépris à notre égard, nous avons alors décidé de transmettre un préavis de grève de 96 heures le 3 février 2020 à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour exiger la création du Fonds spécial routier par loi conformément à la directive, l'adoption des textes d'application, le retrait pur et simple des agents de la Direction générale du Trésor de la gestion des postes de péage conformément au décret de transfert, l'arrêt de l'immixtion des services régionaux et de l'inspection générale des services du ministère des Infrastructures dans la gestion courante du FSRB, afin de respecter le principe d'autonomie de gestion du fonds. Et ce n'est pas tout. La coordination relève aussi les problèmes de personnel et exige la clarté dans la gestion des recettes des postes de péage. Le redéploiement du personnel du FSRB pour la gestion effective des postes de péage en remplacement des gestionnaires actuels des postes de péage qui ne sont pas des agents du fonds et faire fonctionner les postes fermés. La suppression des conventions non encadrées par les textes, notamment les conventions avec les directions régionales et l'inspection générale des services du ministère. L'audit des recettes de péage des années 2018 et 2019 dans le souci d'informer les agents des montants recouvrés par poste et par agent. L'audit des nominations au sein du Fonds spécial routier de Burkina pour s'assurer que les dispositions de la loi 033 ont été respectées. En rappel, le 23 décembre 2019, le poste de péage de Bobo-Dioulasso d'Edougou a été l'objet d'une attaque terroriste. La coordination déplore le fait qu'aucun responsable du FSRB ne soit allé
constater les dégâts ni encourager les travailleurs du dit poste. Et nous marquons un arrêt dans ce journal pour vous faire part de ces deux brèves. D'abord, celle des magistrats. Après la confirmation du prélèvement de l'IUTS sur les primes et indemnités des fonctionnaires, les syndicats des magistrats convoquent l'ensemble des magistrats syndiqués ou non pour une assemblée générale le 1er mars 2020. L'ordre du jour, en plus de l'IUTS qui s'étend à l'état critique des locaux, de certaines juridictions, l'inadéquation du dispositif de sécurité dans certains services rattachés et puis l'ineffectivité de certains droits des magistrats. En attendant cette assemblée générale des magistrats, eh bien, les syndicats invitent les magistrats, notez bien, au report de toutes les audiences publiques pour une bonne administration de la justice et ce à partir du 21 février prochain. Et la dernière brève concerne cette réaction du secrétaire général de la CGTB, seulement basée sur sa page Facebook, qui réagit à la confirmation du prélèvement de l'IUTS sur les primes et indemnités des fonctionnaires. Il dit ceci: la patience ne nous a pas manqué, l'argumentaire ne nous a pas manqué, l'esprit de sacrifice ne nous a pas manqué, le respect de l'esprit des règlements, des lois et conventions ne nous a pas manqué. Malgré tout, ils ont montré que nous ne sommes pas en droit de vivre. Le message a été reçu. Nous avons déjà prévenu. Voilà pour ce qui est de ces deux brèves. Et nous poursuivons ce journal avec toute autre chose. Maintenant, la Banque mondiale qui promet un peu plus de 7 milliards de dollars aux pays du G5 Sahel, annonce faite au cours d'une conférence de presse en marge de la visite d'une délégation de la Banque mondiale au Burkina. Les précisions de Abdelaziz Ossari. La Banque mondiale reste engagée dans son appui au développement des pays d'Afrique subsaharienne. Dans son portefeuille de 82 milliards de dollars destinés aux pays les plus pauvres du monde, 53 milliards seront alloués à l'Afrique, dont 7,5 milliards pour le G5 Sahel, pour la réalisation d'infrastructures, mais aussi pour lutter contre le chômage des jeunes. Et nous entendons bien qu'il y a un grand défi de création d'emplois, surtout pour les jeunes, parce que chaque année, vers 300 000 personnes entrent les marchés et souvent, ils ne peuvent pas rencontrer de boulot. Alors, pour cette raison, nous voulons que les ressources de la banque vont appuyer la création d'emplois, soit à travers des réformes structurelles, mais aussi à travers notre bras de secteur privé, la coopération financière qui peut faire les investissements ici. En plus de ce financement prévu pour la création d'emplois, la Banque mondiale a également l'ambition d'accompagner les pays du G5 Sahel dans la prise en charge des déplacés, mais aussi de permettre un retour de l'État dans les zones d'insécurité. Et nous voulons prendre une attitude très ambitieuse ensemble avec le gouvernement de faire une différence. Nous pensons que ça serait nécessaire parce que la population mérite mieux, surtout dans ces jours difficiles où il y a ici 700 000 personnes déplacés, il y a des écoles fermées. Il faut accompagner le pays pour qu'ils puissent réouvrir les écoles et aussi donner de l'espoir dans les domaines de l'aide où il y a aussi malheureusement de violence. Ce point de presse de la Banque mondiale intervient en marge de sa visite au pays des hommes intègres. Après le Burkina Faso, c'est en Mauritanie qu'elle va se rendre où elle prendra part au sommet du G5 Sahel. La Banque mondiale, très intéressée par les projets d'entrepreneuriat des jeunes dans les pays où le chômage persiste, elle ne manque donc pas d'apporter son soutien aux initiatives dans ce sens. C'est donc tout logiquement qu'au cours de sa visite au Burkina Faso, la délégation de cette institution se soit rendue à Keolid Innovation Hub. Abdelaziz Ossari. Avant de s'envoler pour la Mauritanie, où il prendra part au sommet du G5 Sahel, le directeur général des opérations de la Banque mondiale s'est rendu à Keolid Innovation Hub, un centre de formation et d'incubation. Occasion pour le premier responsable des lieux de faire la présentation de son centre à ses hôtes. Brièvement, Keolid
c'est un centre d'incubation, c'est un centre de formation, c'est aussi des laboratoires technologiques, c'est aussi des communautés. Donc tout ceci nous permet en fait de construire en fait un hub d'innovation. C'est un ensemble d'outils, c'est un ensemble de personnes, c'est un ensemble de systèmes en fait qui vont permettre aux jeunes porteurs de projets en fait de pouvoir maturer leurs projets et de créer des entreprises innovantes pour transformer notre économie. Après la présentation, les visiteurs du jour ont pu découvrir les différents services de Keolut Innovation Hub. La salle des incubés a retenu plus l'attention de Axel Van Trostenberg et sa délégation. Comme des étudiants en exposé, chaque incubé a présenté son projet. Il s'agit entre autres du projet M-Score, qui est un indice de mesure de la santé financière des entreprises agricoles, informelles et des ménages. Et le projet Africa Drone Tech, qui permet de détecter les besoins des champs afin d'apporter des solutions. 62% de la population agricole n'a pas accès au financement et 63% de la population même rurale de l'Afrique subsaharienne vit dans l'insécurité. Donc il fallait déjà essayer de voir en tant que jeune proposer une solution. Donc c'est comme ça qu'on a vraiment travaillé pour proposer notre solution. Keolut Innovation Hub compte parmi ses partenaires importants le Royaume du Grand-Duché du Luxembourg. Il y a également la Banque mondiale à travers le projet e-Burkina de l'Agence nationale de promotion des TIC. Ce projet vise à favoriser les compétences locales et l'esprit d'entreprise dans l'économie numérique. J'ai pu voir le dynamisme des jeunes burkinabés dans le secteur de l'informatique et c'était dans le cadre de cette initiative Keolut Lab et nous pensons que le focus d'appui doit être dirigé vers les résultats, surtout la création d'emplois. Dans ses ambitions, Keolut Innovation Hub entend accompagner 70 projets en incubation à l'horizon 2021. Il compte également former plus de 4000 personnes et créer 55 startups, dont 30% de femmes. L'événement va rassembler pendant 3 jours les professionnels de l'immobilier autour du thème « Réunir les acteurs de l'immobilier pour une facilitation au logement ». Eh bien, la 2e édition du Salon panafricain de l'immobilier SPI s'est ouverte aujourd'hui même à Ouagadougou. Majid Bakoua. Le plus grand rendez-vous de l'immobilier au Burkina Faso ouvre ses portes ce 20 février à Ouagadougou. Le SPI, Salon panafricain de l'immobilier, veut promouvoir l'acquisition des logements et l'accès aux services immobiliers au profit des populations. Le thème de cette édition réunit les acteurs de l'immobilier pour faciliter l'accès au logement. À l'issue de ces 3 jours de travaux que nous allons tenir, nous avons souhaité en tout cas que les acteurs qui sont présents à cette 2e édition puissent, lors des panels, pouvoir échanger, faire des recommandations fortes afin qu'on puisse améliorer non seulement la réglementation en matière immobilière, mais aussi, surtout, pouvoir faciliter la production de logements pour rendre accessible à toute la population. À cette 2e édition du SPI, l'immobilier est présent dans toutes ses facettes. Construction bâtiment, entreprises spécialisées dans l'immobilier, énergie renouvelable, tous sont venus pour la même cause. Faire connaître leurs produits et services, établir un partenariat et démontrer le dynamisme de leurs entreprises. En grande partie, c'est un moyen pour nous de s'approcher de nos clients, d'une partie, en venant à un salon tel. Et ce qu'on fait concrètement, c'est vraiment montrer nos offres, nos différentes offres qu'on a au niveau de ces jeux immobiliers. Nous avons des centrales d'alarme et là nous avons des vidéophones qui permet de voir l'intéressé de voir celui qui sonne à la porte. Voilà. Maintenant, les centrales d'alarme, ça c'est pour la sécurité, anti-intrusion. Quand il y a quelqu'un, une infraction, quelqu'un rentre dans la maison, une fois que c'est armé, il y a la sirène qui sonne. On peut amplifier le son, de sorte à ce que même à n'importe quel moment, quand ça sonne, ça peut réveiller tout le quartier, si c'est la nuit. Au menu de cette 2e édition qui se tient jusqu'au 22 février, l'animation de panels et de conférences, des débats autour de la problématique du logement et des rencontres B2B. Le SPI, c'est aussi une occasion pour la jeunesse
de bénéficier des conseils avec des architectes, des professionnels de l'immobilier et d'autres acteurs du secteur. Pour la deuxième édition du Salon panafricain de l'immobilier, la Côte d'Ivoire et la Tunisie sont les pays invités d'honneur. Parlons culture, parlons des lettres, de livres, penser, agir, croire et prier. Voici les 4 grands axes de présence au présent. Le tout dernier livre de Monseigneur Anselme Titiana Sanon, un livre qui appelle à la vérité et à la paix. L'ouvrage a été dédicacé ce 14 février à Bobo Dioulasso. Edith Nkiema, surtout Justin Dabiré. Présence au présent est le nouveau livre de Monseigneur Anselme Titiana Sanon. L'auteur s'est inspiré du Coran de la tradition juive de Tokara de l'Inde du XVIIe siècle pour écrire son œuvre Présence au présent, composée de 60 pages. Ce bréviaire de poche, comme le considère Dr Draman Konaté, est un chef-d'œuvre chantant et dansant qui s'exprime à première vue à travers la couleur et la couverture du fleuve qui traduisent la paix. Pensée vitaminée, c'est toujours ce questionnement d'ancrage spirituel en page 14. Avons-nous fait tout cela? C'est aussi l'interpellation des consciences dans les problématiques contemporaines, sinon actuelles, des droits de l'homme. Ce bréviaire, c'est comme ça moi je l'appelle, d'une 60aine de pages, est indexé sur une pluralité de pensées et de prières. Rempli de pensées vitaminées, Présence au présent féconde le passé, enfante l'avenir dans la dynamique du présent, comme le présente Léon Sanou, professeur de français au lycée Ouezem Koulibaly de Bobo Dioulasso. Pour lui, le livre Présence au présent est un livre de vérité du prénom de l'auteur Titiama, qui signifie la vérité en langue bobo. Voici un livre d'ici et de maintenant. Un livre de là-bas et d'ailleurs, d'hier et de demain, de jadis et de toujours. Présence au présent, parce qu'il féconde le passé, enfante l'avenir dans la dynamique du présent. Présence au présent est un condensé de prières recueilli par l'auteur depuis son enfance. Il retrace l'histoire de l'humanité à travers la dimension spirituelle qu'il entend partager avec ses lecteurs, surtout les plus jeunes. Ce livret est offert en direction de la jeunesse et également aussi à vous autres qui avez des emplois de temps si chargés que le temps de la prière rituelle n'est pas toujours possible. Alors cela permet de s'élever vers Dieu et de s'ouvrir à toute l'humanité. C'est la page 9 qui est la dédicace réelle du livre. Penser et agir, croire et prier. Les valeurs que l'on retrouve dans cet ouvrage sont des valeurs auxquelles moi je crois fondamentalement. Si nous n'avons pas des cadres qui sont ancrés sur une forte spiritualité, je pense aussi que les questions de développement vont être compromises. L'auteur, à travers son œuvre, invite chaque homme à cultiver la paix, sens de la vérité, à travers les 4 branches, penser, agir, croire et prier. La dédicace du nouvel ouvrage de Monseigneur Anselme Titiana Sanou, Présence au présent, a été possible grâce au soutien du ministère en charge de la culture. Voilà, et du sport pour terminer, football, c'est une rencontre qui ne se passe jamais comme les autres quand ces 2 clubs s'affrontent. Le mythique derby de la capitale, l'Asfa Yenenga contre l'étoile filante de Ouagadougou. C'était l'une des affiches des 16e de finale de la Coupe du Faso. Hier, au stade du 4 août, score 1-0 pour l'Asfa. Comme d'habitude, le spectacle était au rendez-vous. Et bien, comme d'habitude, les cartons rouges aussi. Luc Pabelgame. À cause d'un nul en championnat face à l'éternel rival, Bourema Kabore, coach de l'Asfa Yenenga, s'est vu suspendu. C'est Honoré Kinda, son adjoint, qui le remplace pour ce 2e derby en l'espace de 3 jours entre l'Asfa et l'EFO. Pour cette 3e confrontation de la saison entre les 2 équipes les plus titrées du Burkina,
L'ASFA avait toutes les cartouches pour crucifier le faux en première période, n'eût été la maladresse de ses attaquants. Les deux formations se dirigeaient tranquillement à la pause jusqu'à ce que Abdoulaye Zongo, le capitaine céliste, ne commette l'irréparable. Sorti pour des soins, il entre sans autorisation de l'arbitre et tacle le joueur asphasien. Il écopera d'un jaune pour le tacle et d'un autre jaune pour être entré sans l'avis de l'arbitre. C'est le premier rouge de la partie à la 43e minute. Et sinon, moi j'ai vu les gestes de l'arbitre de touche en lui disant de rentrer. Et il a demandé, il criait arbitre, arbitre, arbitre. Mais je ne sais pas s'il y a les vidéos. C'est les vidéos qui vont faire cette illustration. Sinon, il y a eu le geste de rentrer. En même temps, il a taclé. Et je pense que les arbitres ont pris leur décision. Et on n'a qu'à faire avec. L'ASFA mettra 10 minutes pour exploiter cet avantage numérique. À la 55e minute, Cheikh Oumar Cissé ouvre le score d'une tête. Comme il y a 3 jours, l'ASFA ouvre le score sur une tête et du même côté. Et comme il y a 3 jours également, l'ASFA subit les nombreux assauts des Bleus et Blancs au point où Élisée Tau écope d'un deuxième jaune et abandonne ses camarades. Mais cette fois-ci, l'ASFA Yénéga tient le bon bout et se qualifie pour les 8e de finale. Bon, je dirais d'abord bravo à ces garçons. Hein. Alors, parce que ce match, on a pris vraiment un coup. Alors, on avait juste 2 séances à faire. Une séance tactique et puis une séance de mental. Alors, donc on l'a fait en salle. Alors, je pense que ce soir, ça a donné. Le coach titulaire, il est suspendu? Il est juste suspendu. Alors, ce match, vraiment, on le dédie à ça, hein, à lui. Hein. Alors, c'est lui qui a travaillé. Alors, ça, on lui fait honneur. Ce match, c'est pour lui. L'EFO est sorti de la coupe qu'elle aime bien par sa rivale, mais n'a pas dit son dernier mot. On a eu des opportunités qu'on n'a pas bien concrétisées. Je pense que, et je disais la fois passée, c'est bien vrai qu'on voulait aller plus loin, mais on va se concentrer dans les championnats pour maintenir l'équipe et puis voir aussi les années à venir comment on va faire par rapport au projet qu'on a établi. L'EFO, le RCK, le Majestic, le RCB, l'AS Douane, le Royal FC, l'AS Police et COSAF sont les clubs de D1 tombés en 16e de finale de la Coupe du Faso. Voilà, ASFA et FO, un match où on ne s'ennuie jamais. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés également pendant cette demi-heure passée à ma compagnie. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous donc demain à la même heure, 19h30.